Et salut amis sceptiques, aujourd'hui on va essayer de décortiquer les tréfonds de la mentalité conspirationniste grâce à une synthèse de multiples études très sérieuses de psychologie. En route! Alors je sais pas si vous aviez vu ma vidéo « Les complotistes sont-ils incultes ?», je vous y avais parlé de ce jeune docteur en psychologie sociale, Anthony Lantian, qui m'avait refilé plusieurs études sur les théories du complot. Et bah figurez-vous qu'il a sorti un bouquin sur ce sujet et que je me suis empressé de l'obtenir. Et je voudrais d'ailleurs remercier au passage les éditeurs pour m'en avoir envoyé un exemplaire. Alors je précise que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, hein. C'est juste que je suis content de parler de ce bouquin parce qu'en fait c'est une synthèse hyper courte, 60 pages, mais hyper dense de toutes les études intéressantes qu'on peut trouver sur la psychologie des tenants de théorie du complot, avec les références des études en bas de page et tout. Alors ça va nous permettre de compléter un peu la vidéo de la dernière fois justement, avec quelques éléments nouveaux et intéressants sur la mentalité des conspis. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? D'abord on va essayer de dresser le profil type du conspirationniste, puis ensuite on verra quelles sont les causes possibles de ce biais psychologique. S'agissant du profil type, déjà ce qui est important à savoir c'est que ça veut pas dire que tous les conspis ont exactement ce profil. On parle de sciences humaines là, donc en fait les études montrent juste des tendances et jamais des vérités générales et absolues. Concrètement, ça veut dire qu'il y a statistiquement plus de chances qu'un individu conspirationniste présente ces traits de caractère par rapport à un individu non conspirationniste. C'est tout. C'est vrai statistiquement. Mais pas forcément au niveau individuel. Voilà, ceci étant précisé, on peut commencer. Alors déjà, on peut vraiment parler de mentalité conspirationniste apparemment, car pas mal d'études concordantes ont montré que si une personne adhère à une théorie du complot, généralement elle adhère aussi à plein d'autres. C'est donc un vrai système de croyance, une vraie façon de voir le monde, qui nous entoure différemment des autres. Ensuite, pour ce qui est des tendances dans les traits de caractère des conspirationnistes, déjà ça serait une sorte de méfiance généralisée envers tout ce qui les entoure, et aussi un manque de confiance envers autrui. Quand je dis ça, c'est toujours comparativement aux gens qui n'adhèrent pas aux théories du complot. En fait, il ressort des études qu'ils ont l'impression de vivre dans un monde très hostile et malhonnête. Et le plus ironique, c'est que ce sentiment pourrait découler de leur peur de retrouver chez les autres leur propre mentalité. Et effectivement, d'autres études ont montré qu'ils avaient eux-mêmes une mentalité de conspirateurs plus élevée que la moyenne. En gros, quand on mettait l'échantillon de participants dans une situation de pouvoir, ils choisissaient le plus souvent de mentir, de manipuler et de conspirer. Et ce, bien plus souvent que les gens qui n'étaient pas conspirationnistes. Et encore pire, dans une autre étude qui testait leur bienveillance envers autrui, on a pu mettre en évidence qu'ils étaient moins bienveillants et prévenants que la moyenne des gens testés. Bon, en gros, apparemment, c'est pas eux qui feraient du bénévolat ou qui donneraient à bouffer au clodo du coin, quoi. Ensuite, on a relevé chez eux une logique globalement très manichéenne, avec une façon de percevoir la sphère politique comme une sorte de champ de bataille entre le bien et le mal. Alors bien sûr, on pourrait se dire que en fait c'est peut-être eux qui ont raison sur leur vision de la politique, tout simplement, et que c'est juste parce qu'ils ont de meilleures connaissances en politique qu'ils pensent comme ça. En fait, les personnes ayant de bonnes connaissances en politique se sont avérés moins croyants dans les théories du complot que la moyenne, sauf ceux qui avaient une tendance politique conservatrice, qui eux étaient plus conspirationnistes que la moyenne. C'est un peu compliqué. Et puis il faut pas oublier non plus que la plupart des études dont je vous parle dans cette vidéo ont été menées aux États-Unis, donc avec une culture un peu différente chez les gens. Peut-être que les résultats obtenus seraient un peu différents en France aussi. Ensuite, on va retomber aussi sur ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, à savoir que globalement les conspirationnistes se sentiraient exclus et marginalisés dans la société. De ce sentiment d'exclusion sociale découle le fait que les minorités ethniques, ou encore plus simplement les classes sociales défavorisées, seraient beaucoup plus conspirationnistes que la moyenne. Et ça c'est intéressant parce que ça peut nous donner des leviers d'action. Si dans notre société les classes sociales sont moins défavorisées, avec des meilleures conditions de vie, par exemple, moins de chômage, etc., et que les minorités ethniques sont moins exclues, moins marginalisées, et bien mécaniquement on va faire baisser le conspirationnisme. Certains chercheurs présument que pour ces personnes en marge de la société, la théorie du complot serait en fait un moyen de défense, une façon de gérer la menace en regagnant une impression de contrôle et de pouvoir sur ce qui les entoure et qui leur avait échappé jusque-là. D'ailleurs, peut-être à cause de ce complexe, ils auraient aussi tendance à percevoir négativement les groupes de pouvoir et d'influence,
comme par exemple les autorités politiques, les autorités scientifiques ou encore les médias. Et malgré tous ces sentiments négatifs, les conspirationnistes auraient par contre une tendance élevée au narcissisme, c'est-à-dire une perception positive exagérée de leur propre personne. Ils se sentent uniques et importants et ils ont un fort désir de se différencier des autres et de se sentir les détenteurs d'une connaissance cachée que les autres n'ont pas. Ensuite, sur le plan de la santé, ils ressentiraient plus de stress que la normale, plus d'angoisse face à la mort, plus de pensées suicidaires aussi, et plus généralement un bien-être physique et psychique moins élevé que la moyenne. Donc, amis complotistes, arrêtez le complotisme, ça nuit à votre santé. Et c'est pas tout, ils montreraient aussi plus de troubles psychiques que la moyenne, comme des tendances paranoïaques ou schizotypiques. Alors attention, encore une fois, ça veut pas dire que tous les conspirationnistes présentent des troubles psychiatriques, hein. Loin de là, la plupart d'entre eux sont tout à fait normaux, comme vous et moi. Le seul truc que ça veut dire, c'est juste que statistiquement, il y a plus de chances de retrouver ces traits-là chez des individus croyant aux théories du complot que chez les autres. C'est tout ce que ça veut dire. S'agissant enfin des points positifs, car malgré tout, il y en a. Des études ont également montré que les conspirationnistes étaient globalement plus curieux, mais aussi plus ouverts d'esprit, c'est-à-dire dans le sens plus ouvert, plus réceptif à des idées nouvelles et inhabituelles. Ceci explique d'ailleurs sans doute leur tendance plus élevée à croire aux phénomènes paranormaux, comme les fantômes, les ovnis, les médiums, tout ça. Bon, maintenant qu'on a établi ce profil psychologique, on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être les causes de cette façon de réfléchir, même si on en a vu déjà quelques-unes. Déjà, il y a vraiment cette idée de sentiment de perte de contrôle, d'incertitude. La pensée conspirationniste, c'est une façon pour les conspirationnistes de reprendre le contrôle. Et dans des expériences qui sont décrites dans le bouquin, quand on faisait ressentir une perte de contrôle au panel de gens testés, ils avaient ensuite une propension plus élevée que la moyenne à trouver une explication conspirationniste à un événement donné. Ensuite, la cause pourrait être aussi de donner un sens à sa vie, ou encore de satisfaire un besoin de se sentir unique et différent. Et d'ailleurs, les conspirationnistes montreraient apparemment une plus grande appétence pour les théories nouvelles et peu partagées. Et donc ils délaisseraient en fait petit à petit les théories qui deviennent trop mainstream. Enfin, une autre chose qui les déterminerait à privilégier plus souvent l'explication complotiste, ça serait leur tendance à rechercher de l'intention dans ce qui les entoure, à toujours privilégier l'intentionnel sur l'accidentel. C'est-à-dire que dans leur façon de penser à eux, le simple hasard, la coïncidence ou l'accident, c'est quelque chose qu'ils envisagent même pas. Ils recherchent toujours l'intention derrière ça. Donc par exemple, quand Lady Diana meurt d'un accident de voiture, ils vont chercher le pourquoi de l'accident. Et donc mécaniquement, ils vont réfuter la thèse de l'accident. En tout cas, ils vont chercher à le réfuter. Et pareil, quand il y a un incendie apparemment accidentel à Notre-Dame, eh ben ça peut pas être accidentel, il y a forcément criminel. Donc on va chercher, mais du coup, qui est le criminel, et etc. Mais voilà, on va toujours chercher cette intention. L'accident, le hasard, ça n'existe pas. Bon, maintenant qu'on a vu le profil psychologique du conspi et les causes de la mentalité conspi, on va pouvoir s'attarder un petit peu sur les conséquences du conspirationnisme sur la société. C'est comme ça aussi qu'est construit le bouquin sur lequel je base toute cette vidéo, hein. Et figurez-vous que tout n'est pas si sombre, en fait il y a des plus et des moins. Enfin surtout des moins quand même. Cela a des conséquences sur la santé publique déjà, avec des gens qui font plus confiance aux autorités médicales et qui donc ne se vaccinent pas ou préfèrent soigner leurs maladies graves avec des médecines alternatives. Ensuite, il y a des conséquences sur l'environnement aussi. Bah oui, si les conspirationnistes croient pas à ce qu'on leur dit sur le climat, bah ils vont faire moins d'efforts pour le climat. Et puis il y a aussi des conséquences sur la vie politique et citoyenne, avec des gens qui vont répandre des tas de rumeurs fausses sur les autres candidats, ou encore qui vont carrément abandonner le vote en considérant que de toute façon tout est truqué, donc ça sert à rien d'aller voter quoi. Bon, en même temps, quand on voit la mentalité de ces gens-là, on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux pas qu'ils aillent voter des fois, hein, quand même. Mais alors vous me direz, comment les conspirationnistes pourraient-ils avoir des conséquences positives sur notre société à côté de ça? Eh bien dites-vous qu'en étant plus méfiants que la moyenne, ils peuvent exercer une pression sur les autorités politiques ou scientifiques, ce qui peut avoir pour effet de les rendre plus transparents sur leurs actions. Donc si ça peut nous faire gagner en transparence sur la vie politique, là c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en fait ça représente un contre-pouvoir politique, hein. Ça donne une atmosphère sociale qui n'accepte plus le risque, qui n'accepte plus les accidents, qui accepte plus les scandales et les affaires. Ils ne laissent plus rien passer. Ce qui pourrait inciter les autorités politiques à être un peu plus prudents sur ce qu'ils font, et à éventuellement nous prendre un peu moins pour des paillassons. Donc en fait, malgré l'exagération des reproches, malgré parfois leur côté totalement aberrant, complètement inventé ou faux, il y a ce climat de reproche quand même qui est là, et qui rappelle aux politiques de faire gaffe à ce qu'ils font.
Ça, finalement, c'est pas plus mal. Et c'est en ça que le conspirationnisme apporte un semblant d'effet positif quand même sur la société par ce biais-là. Mais bon, voilà, ça c'était pour finir sur une note positive quand même, pour garder une certaine honnêteté intellectuelle. Mais globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand même dans la balance bénéfice-risque, pour la société, le conspirationnisme, ça représente quand même plutôt un risque qu'un bénéfice. Et toutes ces études de psychologie sociale, en fait, elles me persuadent plutôt de continuer à lutter contre ce phénomène. Même si je suis quand même relativement impuissant face à tout ça, hein. Comme la plupart des sceptiques le répètent sans arrêt, la solution, elle se trouverait quand même plutôt en amont, avec un travail sur l'éducation à l'esprit critique, à l'information et aux médias, dès l'école primaire. Ça, ce serait probablement l'action la plus efficace pour lutter contre ça. Et comme la plupart d'entre vous le savent déjà, je suis pas favorable à des lois de censure ou de répression des idées conspirationnistes. Le filtre critique des informations ne doit pas se trouver dans les mains de la justice. Le filtre doit se trouver directement dans le cerveau de chacun d'entre nous. Et sur ce, merci de votre attention, je vous mets un lien pour acheter le livre d'Anthony Lantian dans la description de ma vidéo si vous voulez creuser un peu plus le sujet de la psychologie des croyances conspirationnistes. Et sur ce, ciao amis sceptiques. No matter what, you know I will do. Well, look right through